Euh, Bonsoir tout le monde. Donc, au nom du comité d'organisation du congrès virtuel de l'USPP, nous sommes très heureux de recevoir professeur Marco Perizzani, qui est chercheur et professeur à l'université de Ferrara en Italie. Et il est l'un des meilleurs chercheurs qui travaille sur l'adaptation des groupes humains aux différents environnements. Professeur Perizzani travaille sur plusieurs sites en Italie, dont l'importante séquence de Grotta de Fumani, qui montre des interactions entre les Néandertaliens et les Homo sapiens. Professeur Perizzani dirige plusieurs travaux de recherche académique. Il est également l'auteur de plusieurs articles dans des revues internationales et de livres, et membre de l'équipe éditoriale de plusieurs revues. Compte tenu de son expérience dans le domaine de la transition néandertalien-homo sapiens, il est invité par plusieurs universités, dont la dernière est l'université Toulouse Jean Jaurès en France, où il a animé en février 2020 deux séminaires sur l'Ulusien et le Tardiglaciaire en Italie. Chère audience, veuillez se joindre à nous, comité d'organisation, pour accueillir le professeur Marco Perizzani, un grand expert des phases de transition néandertalien-homo sapiens en Europe. Professeur Perizzani, à vous la parole. Merci, chers collègues, merci Jolie, merci Larbi, et bon, un grand merci à tous ceux qui nous écoutent, et un grand merci aux étudiants, aux collègues et tous les chercheurs intéressés à cette phase clé de l'évolution humaine. Donc, pour moi, c'est un grand plaisir de vous présenter les nouveautés en Italie, principalement en Italie, parce que l'Italie est devenue, il n'y a pas longtemps, était déjà un pays important, mais est devenue il n'y a pas longtemps un contexte clé pour l'étude de la disparition, reconstruire la phase de la disparition de l'homme néandertal et le contexte d'arrivée de premier homme moderne, anatomiquement moderne. Donc, c'est un plaisir. Je vais renouveler mes remerciements aux collègues du Maroc, aux collègues en Europe, à Marc Azarel, qui m'a proposé de tenir cette conférence qui concerne notre péninsule, mais avec des focus sur le nord de l'Italie. Donc, la conférence c'est est, 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 est lié à cette sorte de rencontre. Tout d'abord, de la conférence est dédiée au professeur Arturo Palma-Inferno, qui est manqué il n'y a pas longtemps, et manqué dans l'année, et qui était le plus connu chercheur pour cette phase de transition, paléolithique moyen, paléolithique moyen, et qui est à la hauteur des importantes, relevantes découvertes qui ont lieu surtout dans le sud de l'Italie et en Toscane. Et le professeur Arturo Palma-Inferno a découvert l'Ulusien. L'Ulusien était le sujet d'étude pour dizaines d'années, mais il y a pas longtemps, donc dans les dernières 5, 6, 7 ans, l'Ulusien est devenu vraiment on peut dire à la mode, mais va représenter un contexte culturel, une évidence culturelle importante. Donc, on n'est pas encore sûr si cette rencontre a eu lieu en Italie, dans le nord d'Italie, ou quand même dans le sud. Les Néandertaliens étaient bien présents dans notre territoire. L'Homo sapiens est arrivé, on verra, bien après 45 000 ans, mais en débat plutôt chaud. Et ça a développé autour de cette
phase bioculturelle aussi importante en Italie qu'est quand même en Europe. Donc le scénario était radicalement changé il y a presque 10 ans, quand en 2011 l'anthropologue physicien Stefano Benazzi avait réexaminé les deux dents déciduelles retrouvées récupérées par Palma di Cesnola dans la grotte del Cavallo, dans l'extrême sud d'Italie. Et les dents étaient découvertes dans les années 63, 64, mais ont été attribuées à l'avant, à l'époque à l'homme moderne, à l'homme archaïque, ensuite à l'homme des Néandertals, mais suite à cette nouvelle étude conduite grâce à des analyses plus détaillées, notre collègue anthropologue a confirmé l'appartenance à l'homme moderne de ces matériels. Et ces matériels associés des évidences culturelles qui ont contribué à définir l'Ulysses. Donc le scénario a changé radicalement parce qu'en avant, suite à cette association entre Ulysses et restes osseuses attribuées aux néandertaliennes, plusieurs ont soutenu l'idée que l'Ulysien était la dernière expression du néandertalien, selon quelqu'un après en contact avec le premier homme moderne. Mais maintenant, on est bien certain que l'Ulysien, c'est une sorte de représentatif d'une première vague une parmi les premières vagues de l'homme moderne en Europe ou dans le sud de l'Europe. Parce que j'ai dit après 45 000, parce que récemment, la série stratigraphique de la grotte du Lys, vous la voyez ici, avec les ministériens, les lycéens, était réexaminée par des collègues, par des géologues, et était renfermée par ce qui concerne la chronologie. Ça signifie que les géologues qui ont publié récemment un article dans Pattern Science Review, on était capable d'attribuer un niveau de cendres volcaniques, un niveau de TFA à la base de la séquence ulussienne et un autre niveau au sommet de la fréquence de la séquence ulussienne. Cette TFA est daté autour de 45 000 ans, le TFA le plus ancien. Le TFA le plus récent est attribué à l'Inimbrite campanienne. Donc, deux niveaux de TFA qui renferment bien la chronologie. Vous voyez ici une carte, on a une carte de distribution des TFA, avec l'Inimbrite campanienne, avec le TFA l'Ypsilon 6, qui est le TFA daté à 47 000 ans. Donc, on a deux niveaux de TFA qui renferment bien la chronologie et que nous confirmons l'ancienneté de l'Ulyssien et la contemporanéité de l'Ulyssien en Europe, en Italie, avec le mystère. Donc, une phase, comme je l'ai dit, très importante, clé pour l'évolution humaine, clé pour comprendre les dynamiques biologiques et culturelles qui ont lieu entre néandertalienne et Homo sapiens. Vous avez peut-être entendu ça ce matin suite à la conférence d'un de ma collègue Catherine Doud. Et on a un contexte qui est bien encadré au niveau climatique et écologique. Mais on est bien au courant de plusieurs oscillations climatiques qui ont lieu, qui sont bien enregistrées dans les stalagmites, dans les glaces, dans les caraffages de glace, dans les archives polyniques, et qui ont été bien reconstruits, même dans le nord d'Italie et dans plusieurs lieux, archives en Italie. Et puis, on a une pochette chronologique qui est
délimité de 50 000 ans et qui termine à peu près après 40 000 ans. Dans cette fourchette, il y a la claire, l'évidente registration de plusieurs oscillations climatiques, de phases favorables, climat relativement favorable, toujours dans le cadre du stade isotopique 3, et de phases caractérisées par de refroidissements importants, comme l'événement Heinrich IV et l'événement Heinrich V. Suite à ça, et suite à la disponibilité, la grande disponibilité d'archives dans le nord d'Italie, de long la péninsule jusqu'au sud de la péninsule, comme dans le cas de l'Alpe Montique, et la possibilité de comparer ces archives en Europe méditerranéenne et en Europe au nord des Alpes. Des collègues du Conseil national de la recherche scientifique encadré dans un beau projet européen coordonné par l'Université de Bologne. On a reconstruit les phases clés de cette fourchette chronologique qui nous donne la possibilité de voir que l'Italie était bien caractérisée par des environnements relativement forestiers couverts et en même temps pas ouverts dans les nord de l'angle de l'Adriatique et des environnements caractérisés par des steppes xérophytiques et par une végétation herbacée dominant sur le long de la côte pyrénéenne. C'est un travail qui était publié récemment dans Quaternary International, a mis le point sur, a mis le focus sur la variabilité environnementale et le rapport avec l'oscillation de la température et des humidités. Donc, ça signifie que, mis à part de l'événement Heinrich IV, les premières Homo sapiens ont été en Italie, dans le sud d'Italie, dans des paysages plutôt variés, plutôt différenciés, dans des paysages tout à fait favorables à l'installation. Et vous voyez ici, là, aussi, là, le nord de l'Italie, le nord de la mer Adriatique, du bassin Adriatique, bien différent par rapport à aujourd'hui, qui était une région un peu plus étendue, une région continentale plus étendue, qui avait favorisé les relations entre les Balkans occidentaux et notre pays. Donc, un cadre important dans lequel, malheureusement, les restes humains, on est bien au courant de ça, sont relativement rares et deux fois relativement mal gardés, deux fois pas trop bien conservés, mais pour ce qui concerne surtout notre région, le manque, la rareté de sites dans les Balkans et dans notre péninsule rendre problématique les possibilités de reconstruire dans les dynamiques biologiques. Récemment, on a vu qu'à Bachokir, les restes humains ont été directement datés et caractérisés génétiquement et attribués à une première vague de l'homme moderne qui a confirmé, ça confirme les idées et les modèles proposés il n'y a pas longtemps par Jean-Jacques Couplin, d'anthropologues, et des archéologues, relativement à la présence de l'iniche à la paléolithique, les Bachokériens, les Vénitiens, dans l'Europe centrale et orientale, comme un témoigne, une indication d'une première arrivée de l'homme moderne provenant du Proche-Orient
Ce reste humain est daté à 47 000. Donc, tous les restes humains qu'on a récemment retrouvés ou seront retrouvés dans l'avenir dans notre pays du Sud auront une importance capitale pour vérifier la présence des contacts ou pas avec l'homme moderne qui est déjà présent dans une bonne partie de la péninsule. En Italie, la situation est pénible, mais presque, parce que, mis à part des dents de grottes de cavale, les restes humains modernes plus anciens ont été retrouvés à la Brigandine et à grotte de Caman. Mais il s'agit de quelques dents isolées, des ciguelles, et pas grand-chose. Pour ceux qui l'anthropologie pour nous dire, pour nous transmettre à propos de ces premiers habitants. Il y a eu le cas de la Brimezzina qui était considérée une sorte de néandertalien isolé pour milliers d'années dans les vallées à nord de la ville de Vérone, dans les préalpes de la Vénétie, mais restes humains étaient rédatés, réattribués à l'homme moderne, de l'âge néolithique. Donc, il doit être éliminé dans des archives de l'ensemble des restes humains à considérer valables pour la transition. Quelques paroles sur le Moustérien final récent en Italie. Le contexte culturel est bien marqué et clair. Il y a plusieurs sites, plusieurs archives qui ont été bien fouillées, bien datées, du sud d'Italie, du centre d'Italie, du nord, en Ligurie, dans les séries stratigraphique est très évident. La variabilité culturelle est relativement marquée, mais en général, on peut dire que les industries lavalloises sont dominantes dans la bonne partie de notre sud, de notre territoire, et sont bien présents même quand même dans l'ouest de la péninsule balkanique. Et à côté, en association ou en alternance à cette industrie levalloise, on ne peut pas oublier la présence d'industries à technologie discoïde qui est bien présent dans quelques sites. Vous voyez, vous voyez le sud d'Italie, vous voyez la Ligurie, dans plusieurs sites où ces industries ont été bien individuées, bien caractérisées et bien étudiées dans quelques camps. On reviendra à propos du discoïde dans quelques minutes. Et on a découvert très très récent qui a été publié il y a 2 jours, hier, l'article était publié dans le journal Human Evolution, présent le Andon néandertalien qui est daté pas moins de 48 000 ans, donc on peut dire 1000 ans avant de Bachotiro, le premier homme moderne daté 47 000 à Bachotiro. C'est-à-dire qu'on est en face d'une parmi les plus récents restes humains néandertaliens dans l'Italie et dans cette partie de l'Europe méditerranéenne. Il s'agit d'un dent qui était bien caractérisé et étudié grâce à la collaboration d'un groupe d'un centre de recherche d'anthropologie physique de l'Université de Bologne, coordonné par Stefano Benazzi, et qui a eu la possibilité de caractériser, génétiquement ces restes. Et ces petits individus
été attribué, été confirmé l'homme de Néandertal grâce à l'ADN mitochondrial et avec des similitudes, des similitudes avec les groupes de Néandertaliens qui ont fait ça va ouvrir des perspectives de recherche dans la pente de données génétiques plus complètes basées sur le DNA. Et pour ce qui concerne le milicien, on va ouvrir notre vue, on va élargir notre vue sur le milicien. Le milicien, comme on a dit, est lié principalement en Italie. Il y a deux sites dans le sud en Grèce, dans l'extrême sud de la péninsule balkanique. Il y a un probable site en proximité de la côte du Monténégro. Et vous voyez les sites abrités en grotte en Italie et les sites en plein air signalés par Palma Lucerno et étudiés et examinés dans les années 60 par le professeur Paolo Gambassi. Donc, on a des sites stratifiés, la majorité sont en grotte en sous-roche, mais il y a quand même un site stratifié en plein air, récemment découvert. Et on fait le tour de ces sites. Et on fait le tour de ces sites à partir de Grotte del Cavallo. Grotte del Cavallo, je l'ai dit, était découvert par Arturo Palenciano dans la baie de Izzo, et fouillé à partir des années 60. La séquence était déjà décrite. Il y a tous chronologique, probablement, évidemment, sédimentologique entre le Milicien et le Gravecien récent, c'est-à-dire que cette série ne referme pas le Gravecien, ne referme pas l'Aruniacien, et peut-être elle renferme l'Épigravecien ancien, mais dans un contexte pas trop bien conservé. Le site de Castelcivita se trouve sur la façade tyrrhénienne de notre péninsule, était fouillé dans les années 70, et était récemment l'objet d'une reprise. Et il y a plusieurs magnitudes de lycéens à fouiller dans l'esprit que de nouvelles découvertes auront lieu dans la plus au nord, à la grotte de la Fabrique, il s'agit d'une petite cavité et fouillée il n'y a pas longtemps, mais fouillée dans plusieurs codes. Les dépôts ne sont pas très bien conservés. Il y a plusieurs tunnels, il y a plusieurs racines et plusieurs disturbances des animaux. Et donc le lucien est conservé que dans le niveau 2, vraiment, mais a produit une université qui était l'objet d'une réanalyse récente il y a 2 ans. J'avais mentionné ce site en plein air. Ce site en plein air, c'est Paul les Rotondes. Paul les Rotondes a été découvert par hasard parce que c'est un site qui est conservé bien protégé par des dunes fossiles. Les dunes fossiles ont été l'objet d'une étude de l'âge du bronze, du village de l'âge du bronze, durant l'ouverture d'un sondage. Une line, une ligne de silex correspondant à une concentration de peut-être une primaire de reste de taille était découvert. Les sites étaient étudiés récemment et les restes sont bien conservés à l'université de Rouen. Le Lucien était l'objet, comme j'avais dit, de nouveaux études à partir
les dernières dizaines d'années, durant les dernières dizaines d'années, on a eu la possibilité de collaborer avec plusieurs centres de recherche et surtout l'université d'Oxford qui était bien capable, grâce à un gros projet de recherche coordonné par Thomas Oui, Kagan, de préciser la chronologie de l'édition. La chronologie de l'édition qui était comparée à la chronologie du Château-Perronien. Et la chronologie des musiciens est confirmée autour de 45 000 ans et va terminer autour de 40 000 ans et était bien confirmée grâce à des datations de la grotte de Capelchite, de la grotte de Commun, de grottes dans le sud de l'Italie. Mais maintenant, il y a plusieurs de nouveaux sites en cours de datation. On parlera de ces sites, surtout en Italie, surtout dans le nord d'Italie, parce que dans le nord d'Italie, la situation est plutôt en empirant. Donc, le restaurant phonique ont été étudiés, l'industrie osseuse, l'industrie lithique était l'objet de quelques études ponctuelles publiées récemment, mais il y a encore du travail à faire. Donc, pour revenir à la chronologie, je crois on vu le modèle proposé par Henri Gama, par un collègue de l'Université d'Oxford, qui basé sur ce modèle basé sur l'attribution confirmée, sur l'attribution de l'Odyssée à l'homme anatomiquement moderne, on nous proposait que la première vague a intéressé la péninsule d'Italie a intéressé cette zone de la Méditerranée centrale et, en revanche, les Néandertaliens ont reculé pour une mesure vers des territoires plus limitées. Les Château-Perroniens, c'est la production du Château-Perronien à l'homme moderne est encore pas confirmé, selon plusieurs. D'autres, comme Jean-Jacques Couglen, récemment, ont relancé l'idée que le Château-Perronien est représentatif d'une sorte de influence culturelle de l'homme moderne installé en Europe occidentale, comme à Bachakir, suite à la similitude élevée détectée à propos de l'industrie. Et donc, l'attribution château-perronienne aux Néandertaliens est confirmée selon une partie de notre communauté scientifique. L'attribution à l'homme moderne est partagée et soutenue par d'autres. Le débat est encore en cours. Par contre, l'Ulyssien marque bien, et ça c'était déjà noté par Maurice-Esmond, qui avait à l'époque, il avait coloqué l'Ulyssien au début du paléolithique supérieur. L'Ulyssien est caractérisé par une série d'innovations dans l'industrie lithique, dans l'industrie osseuse, par rapport au monde mystérien, au monde néandertalien précédent. Et les innovations sont représentées par l'apparition, la multiplication des pièces cahiers associées à les pièces à l'industrie osseuse, associées à des objets ornementaux et à des pigments minéraux. Pour ce qui concerne l'industrie lithique était l'objet de plusieurs études à la fabrique,
On est dans le nord, dans le sud de l'Italie. L'industrie lithique est relativement variée. Il y a du débitage centripète lié à la production d'éclats, du débitage unipolaire lié à la production de petits éclats allongés, voire lamelles, mais absolument pas standardisé si on pense à la production lamellaire du proto-arménien ou de l'arménien. Les pièces écaillées sont des éléments caractérisants des industries luciennes, mais il ne faut pas oublier que les pièces écaillées ont été retrouvées même dans quelques sites moustériens finaux. Mais c'est vrai que l'arrivée des Égyptiens dans le sud comme dans le nord de l'Italie correspond à une explosion de pièces écaillées. C'est-à-dire cette technique de débitage bipolaire sur un plume, il y a des enclumes qui ont retrouvé par la grotte de Carole, et une technique utilisée systématiquement par les premiers Russiens. N'importe pas dans quelle région, n'importe pas quel type de matière première ou de disponibilité de matière. Et ça, c'est une surprise parce que je vous montrerai dans le prochain diapo, ensuite dans ma présentation, je vous montrerai que le contexte, un contexte dans le nord d'Italie où la matière première n'est pas riche, pas provisionnable autour du site, est bien liée à la présence de premiers lycéens, à l'utilisation massive de cette technique de débitage. Donc, un facteur culturel, c'est un facteur culturel qui mérite d'être plus en décidé plus analysé, qui mérite d'être analysé avec détail. Un exemple, grotte de cavale, comme je disais, il y a une notable quantité de pièces de cahiers, de produits, des éclats, des petits lamelles, voire lamelles urinantes, les études bien conservées à la grotte de Caval ont été reproduites grâce à l'expérimentation conduite par notre collègue de l'Université de Sienne. Et on a réexamination du niveau E3, c'est-à-dire le niveau plus ancien de grotte de Caval, nous confirme cette rupture par rapport aux mystériens sous-jacents qui enregistre, comme je l'ai dit, la présence de quelques pièces écaillées, mais pas dans une quantité, dans une fréquence comparable à ce qu'on voit dans les Donc, les hypothèses de ce bouleversement technologique, voire culturel, sont en effet lancées par plusieurs par rapport à propos des pièces écaillées. Donc, pour ce qui concerne le cas spécifique de l'émission de notre site, nous pensons que pas toutes ces hypothèses vont être considérées. On exclut l'utilisation des pièces bipolaires comme un point. En utilisation, on exclut l'utilisation des pièces bipolaires de cette technique pour résoudre des problèmes de provisionnement de matières premières. Et on verra, mais à notre avis, c'est surtout la dernière hypothèse qui va être considérée et qui devra être considérée à l'avenir. Ce qui concerne l'état de notre connaissance à propos des pièces cahiers, on ne peut pas dire grand-chose. Les analyses spatiaux devront être soutenues et devront être développées. Un autre élément très diagnostic de l'initié
est représenté par les pièces à dos, mais surtout par les pièces, par les crescents, linéaires, par les pièces à dos courbes, relativement minces, des fois de linéaires pointe, ou de 10 pointes, et des dimensions, des rapports morphométriques plus en plus réguliers, on peut dire standardisés, pour mesure qu'on avance dans l'évolution de l'illusion. Ça signifie que les premières phases de l'illusion, apparemment, sont caractérisées par des pièces à deux courbes relativement variables par rapport à la largeur, la longueur, le façonnement du dos, comme on voit ici, et des pièces à deux courbes qui ont été logées récemment d'une étude tracéo d'analyse de micro-résidus conservés sur le dos, de différents niveaux de grotte électorale. Cette étude nous vient proposer que les pièces à deux courbes, altérées par des fractures interprétées comme des fractures, ont été utilisées sur la tête d'un rampe, sur la tête des armes, des jets, voire des flèches, utilisées pour la première fois. Par rapport à une comparaison, une comparaison à ce qui était détecté dans le Sud-Afrique à propos du complexe Robinson Sport, caractérisé lui-même par les pièces à deux courbes. Les pièces à deux courbes sont pas le seul élément diagnostique de l'industrie pollucienne. Même l'industrie osseuse, qui est étudiée, l'industrie osseuse dans le site du sud d'Italie est étudiée il y a 10 ans désormais, et qui a relevé la présence de tronçons, surtout des tronçons obtenus suite à une série d'interventions de façonnage, de façonnage bien reconnus grâce à cette étude pour conclure, l'attribution des restes humains des deux dents décisiles à l'homme moderne et le caractère des ruptures de Lucien, de premier niveau Lucien en Italie, on peut dire en Italie, marque un complexe d'innovation qui sont dramatiques par rapport au complexe culturel néandertalien précédent. Donc, l'idée d'un bouleversement culturel radical peut être bien soutenue grâce à un ensemble d'évidences qui ont été confirmées même dans quelques sites dans la mémoire de la en terminant cette cure sur les éléments culturels diagnostiques du musicien, on ne peut pas oublier le dentalium. Les dentalium sont les task shells, en effet, ont été retrouvés en centaines dans le grotte des Cavales. Et récemment, un article a été publié dans la revue Archaeological Anthropological Science. Et l'article fait mis le point sur les caractéristiques de ces objets ornementaux, les critères de collecte, les dimensions, le trace d'usure, et on va comparer ces collections avec une petite collection retrouvée dans la Nord d'Italie, dans un site clairement publié. Donc, le contexte culturel, pour moi, reconstruit grâce à la technologie de l'industrie lithique, à la technologie de l'industrie osseuse, pour le vie bien évidemment, mais surtout les projets ornementaux, et un contexte qui est bien, bien typique et
bien différent du contexte culturel mystérien présistant et bien différent par rapport au contexte suivant, les proto-vénitiens qui occupent notre péninsule suite à partir de 40 sera présenté dans la fin de ma présentation. Et on va à mettre l'accent sur le nord d'Italie. Le nord d'Italie, comme vous avez pu voir, était bien différent par rapport à aujourd'hui. La mer Adriatique a reculé et on a la plaine du Pô et de toutes les îles reçues. Cette extinction avait favorisé les contacts et la mobilité entre les groupes humains de l'Est et de l'Ouest, mais surtout la mobilité des groupes humains, le long des Apennins, le long des montagnes des Apennins, riches en silex, riches en courses d'eau, riches en ressources, et qui ont peut-être soutenu le mouvement nord-sud, nord de première vague Homo sapiens. On va présenter deux sites clés pour cette région, la grotte de Fumone et le parc de Bordon. La grotte de Fumone a été mentionné par Jalil et que je remercie dans l'introduction à ma conférence. La grotte de Fumone est bien ouverte au public et l'objet du fil était l'objet du fil à partir de la fin des années 80. Et elle renferme une séquence bien serrée du niveau anthropique riche, très riche en matière, un matériel culturel, même un matériel organique, et très bien serré, je disais, par rapport à la variabilité du niveau mustérien, du niveau stérile en niveau lucien et du niveau arunien. Le moustérien est caractérisé par une série d'occupations néandertaliennes très intenses, répétées. Le valois laminaire polaire est bien répandu dans plusieurs niveaux. Même la technologie discoïde registre une variabilité dans la séquence culturelle, du stade attribué grosso modo au stade de et le reste phonique sont très bien conservés. On a aucun but à soutenir que les Néerlandais ont chassé c'était des formidables chasseurs de cerfs, de bouquetons, de chamois, mais surtout des cerfs et des mégacéros. Mais mais ils ont quand même chassé l'ours et l'ours des cavernes, qui était livré par le public les plus récents, qui a permis de soutenir cette idée, de voir ce comportement. Mais quand même, le reste d'oiseaux sont bien conservés à la grotte dans les niveaux ministériels. Le reste d'oiseaux ont fait l'objet de plusieurs études, confirmant que le grand rapace, mais quand même des oiseaux comestibles ont été chassés durant l'occupation néerlandaise. Et le grand découvert qui a eu lieu il y a 10 ans désormais de restes d'oiseaux, de grands rapaces avec des traces, de liées au prélèvement de grands plumes, de plumes les plus longues, a nous fait soutenir lancer l'idée de néandertalienne adornée avec des plumes, avec des parties du rapace et adornées avec des coquilles. Ça, c'est la seule coquille qu'on a découvert dans 30 ans de fouilles dans le niveau de la grotte. L'utilisation de coquilles, je ne sais pas s'il s'agit d'une coquille fossile,
était en fait plutôt rare parmi ce contexte bioculturel, parmi cette espèce. Le dernier mustérien africain est caractérisé, voire dans l'application de la technologie de Valois, dans ce cas la technologie récurrence interprète, mais en association avec la production de cake. Je dis cake en lame introduite, il n'y a que deux nucléus dans les couches A4. Cette carte datée entre 44 et 43 000 ans, et quelques nucléus à lamelles qui confirment la production de lamelles relativement irrégulière, déjà détectée et reconnue dans les niveaux sous-jacents, niveau A5, niveau A6, mais qui a fait l'objet de les utiles domestiques, les utiles comment de ce niveau ministériel final sont des rappeleurs, comme ça nous confirme la contextualisation ministérienne de ce niveau, mais en association avec des pièces écaillées, quelques pièces écaillées que vous voyez dans la partie inférieure de cette image. Il y a une lamelle remontée que j'avais remontée et qui provient de l'exploitation de cette pièce écaillée. Pièce écaillée exploitée sur les deux faces, sur les deux pôles, et la lamelle a été détachée du pôle supérieur. Quelques pièces écaillées, mais nous confirment l'application de cette technique, mais la rareté de cette technologie. Un aspect très intéressant qui a fait soutenir, qui a fait penser le professeur Brog, le précédent directeur de fouilles de recherche à la République humaine, qui pensait à la présence des musiciens, était la découverte déjà à partir des années 90, durant la première exploration de la Terre, de cette pièce à deux courbes, façonnée à partir d'une éclat relativement régulière. Là, je ne peux pas exclure qu'il s'agit d'une éclat de Valois, mais on ne peut pas le confirmer. Donc, vous avez une pièce à deux courbes qui est pas seule, parce que les années suivantes, surtout entre les 2004 et 2005, l'extension de la fouille de niveau A4 a permis de récupérer toutes les pièces à deux courbes, ou quelques pièces à deux rectilignes plutôt fragmentées, ou à deux partielles, plutôt irrégulières, mis à part de la fermentation, et avec des dos qui sont sommaires, pas trop bien façonnés et plutôt relativement différents en groupe qu'on a bien retenu, bien vu dans les contextes ici. Suite à ça, on a élargi notre tour d'intérêt sur cet outil particulier. On a vu que des collègues à l'Université de Bordeaux une reprise de fouilles dans les grues de Moustier, une examination des collections dans la grue de Moustier. On est dans le sud-ouest de la France. On a récupéré des pièces à dos, des pièces à dos courbes, façonnées sous des éclats de Valois, sous des éclats discoïdes, sous des éclats afro-indéterminants. Vous voyez des pièces à dos, des pièces à dos courbes, des pièces à dos partielles, qui ont tendance, on peut dire, avec les pièces à deux courbes du contexte mustério-final de la forme. Ça va nous solliciter, stimuler de comparaison et la mise en place de projets d'études
comparer entre les moustériens du sud-ouest de la France et les moustériens finales dans ces contextes particuliers de notre Italie. Mais on peut dire que l'histoire de Fiesado est une histoire pas seulement limitée au Lucien et au moustérien final. En fait, des Fiesado ont été trouvés en abondance et étudiés dans un niveau plus ancien à la grotte de Fumone, des niveaux A9 datés pas récents de 47 000 ans, et un niveau caractérisé par l'application exclusive de l'industrie, de la technologie. Le débitage discoïde, plusieurs connaissent, je pense, et le débitage discoïde est caractérisé par une production abondante de pièces à dos, mais la reprise du dos, le dos est produit suite au débordement de l'éclat sur le nucléus, sur le nucléus discoïde. Mais de quoi les pièces à dos, comme on a vu à Fumone, ont été repris, ainsi régularisées grâce à une retouche successive au détachement de l'éclat. Et ces pièces à dos, on a vu que les Néandertaliens étaient bien capables étaient exigeants, relativement exigeants, et bien capables de comprendre les structures de l'outil et de mettre en place des systèmes pour favoriser le manchement, pour favoriser la précision de cet outil, pour être plus performant dans les activités de taille, de couchette. Donc, ce qu'on a vu, c'est que les pièces à dos, en général, ont été produits et utilisés, façonnés et utilisés dans le cadre de systèmes élaborés, et faisaient partie de tout type mobile, c'est-à-dire que c'était partie d'un ensemble d'outils raffinés et qui faisait partie et qui était l'objet d'un investissement important en termes de gestion, en termes de gestion et d'utilisation. Et les pièces à dos en Europe sont pas les seules en Europe sud-ouest, nord d'Italie. Il y a d'autres pièces à dos qui caractérisent les industries donc, c'est une tradition chilienne, le groupe Kelmesser et d'autres industries discoïdes bien reconnues dans le nord de l'Europe. Donc, un phénomène plus important, qui nous fait ouvrir des perspectives, des idées par rapport à pièces à dos ou le tien qui ont été trouvés dans les niveaux A3. Et on va parler de ces niveaux A3 à Fumone, à la fin et à la droite de Fumone. Les niveaux A3, c'est un niveau calibré en presque plus que 1000 pièces taillées, quelques restes osseuses, deux lignes disperseuses, et l'objet qu'on a publié en 2016. Mais l'aspect plus important et qui mérite d'être bien considéré est la présence des structures évidentes dans ces niveaux. C'est-à-dire que les Néandertaliens n'ont pas oublié d'allumer des structures de combustion dans leur occupation. Donc il y a des foyers, des structures qui demandent dans le niveau néandertalien. Mais les niveaux dans les niveaux moustériens, mais les niveaux luciens nous viennent transmettre des aspects différents du comportement et de l'organisation de l'habitat, même si l'habitat à Fumone était limité à quelques mètres. On a découvert une aire riche en matière organique,
chaînes de charbon, de restes de charbon, mais surtout cette petite zone de Régé, absolument incomparable avec ce qu'on a vu, qu'on a vu dans les niveaux mystérieux, sous le versant. Et cette zone de Régé était en partie coupée par un foyer, une structure de combustion, un cuvette, créé par les premières forces qui ont occupé la grotte ottomane quelques centaines d'années après. Cette structure est très très importante parce qu'on n'a rien de comparable dans le Lucien en Italie, rien de comparable dans le stadion final en Europe, si je ne me trompe pas, dans cette couchette chronologique. Et par contre, on a vu qu'en Crimée, dans le site de Kabasi, les sites de Kabasi qui étaient attribués au premier roman moderne a livré plusieurs cuvettes de pression de cuvettes dans les années 80, remplies avec des restes de l'équipage. On voit des déchets d'équipage, et peut-être des restes thermiques dans les cas de médecine. Donc, un comportement qui mérite d'être considéré, d'être comparé dans cette phase. Et une rupture, une nouvelle rupture au niveau technologique bien enregistrée dans le niveau A3. Dans le niveau A3, on a bien vérifié que la production d'éclats est caractérisée par la production par l'organisation plutôt sommaire de nucléus avec des volumes situés avec des volumes différents, rien comparable au stadium précédent, mis à part de quelques productions secrètes qui restaient plutôt limites. Donc, ce qu'on a vu grâce au remontage, grâce à la récupération d'inutilité dans les structures initiales du laboratoire, ce qu'on a vu est la production de la même, une production relativement organisée, avec le détachement d'une sorte de calotte et le détachement, la production en série de plupart après la même. Rien à voir, je me répète, avec la production standardisée qui est bien caractérisée de proto-dimension. Dans ce niveau 3, la présence de pièces cahiers est encore remarquée, mais pas énormément. Il n'y a qu'un seul grattoir, il s'agit d'un grattoir sur un éclat à la face ventrale ici. Deux pièces cahiers, deux pièces à dos partiel, tout à fait comparables à ce qu'on a vu dans le niveau A4. Le niveau A4, mais le niveau A4, je vais répéter encore, est caractérisé par la dominance de la production, de la technologie. Donc, deux pièces cahiers. En industrie osseuse, caractérisée par un probable consent, pas un possible coin et des fragments avec des traces de façonnage, des traces de façonnage. Donc l'évidence de cette sorte d'unicien n'est pas aussi marquée à la grotte ottomane, mais quand même il y a l'évidence d'une rupture culturelle. Mais une rupture culturelle qui n'est pas aussi nette comme la rupture que marque l'apparition de véritables Ulyssiens comparables à l'Ulyssien du sud d'Italie, bien connu grâce aux études de l'université de Syracuse. Cette rupture est, j'ai dit, enregistrée à Riparo de Brognon. On a vu que Riparo de Brognon se trouve à 40 km vers l'est de la grotte de Toumane.
donc dans la même région, dans un contexte moins favorable par rapport à l'approvisionnement des matières premières qu'on a vu dans la grotte de Cremona. La grotte de Cremona se trouve au centre d'une sorte de pays du silex, de régions géologiquement très riches et favorables pour l'utilisation du silex et du excellent. Donc, les parois de brouillon étaient découvertes en partie dans les années 90, étaient fouillées par l'Université de Ferrare, malheureusement, partie de la série était détruite par les fouilleurs clandestins, était démolie durant un certain temps historique, peut-être dans le siècle dernier, par les exigences des agriculteurs et des bergères. Mais il y a quelques mètres cubes du dépôt qui est conservé en place et qui fait l'objet d'une fouille extensive sur la série épigravésien ancienne, du gravésien et du lucien, conservé dans le niveau en F, en G et en partie dans le niveau en K et en G. Les niveaux sous-éjection sont caractérisés par la présence musculaire. Vous voyez une image du niveau en G durant le chantier, dans le chantier en 2006 et en 2003, du reste chronique, des pièces taillées et une possible structure de conduction malheureusement coupée par les fouilles clandestines. Donc l'évidence d'une organisation des activités dans cette petite zone. Et les pièces écaillées sont en majorité dans le total de l'industrie du type. Il y a plusieurs plans, lamelles, des lamelles, des éclats de lamelles, des pièces écaillées, voire des restes de l'exploitation en technique polaire. Et c'est surpris la numérosité de pièces à dos, mais une bonne partie fragmentée, comme vous voyez dans cette image. Vous voyez les deux seules pièces à dos courbes, dans ce cas-là, les pièces à dos partielles conservées. Les restes ont été fragmentés, mais il faut voir si on a été fragmentés volontairement ou dû au piétinement, dû à des processus qui ont investi la totalité de l'air de la zone abritée. Les pièces à dos courbes sont associées à les pièces écaillées. Des études détaillées, des reconstructions détaillées, même basées sur l'expérimentation, ont nous donné la possibilité de comprendre le déroulement de la chaîne opératoire, par la reconstruire en détail, mais surtout comprendre l'évolution des plateformes, des plateformes de percussion et l'évolution des points, suite à la réduction progressive des pièces écaillées. Les pièces écaillées étaient tournées, donc une exploitation intensive, une exploitation importante qui marque dans des conditions de faible report des matières premières, qui marque un comportement bien clair et bien différent par ce qu'on voit dans le il y a quelques grattoirs. Quelques grattoirs étaient réduits suite à la percussion bipolaire, même quelques pièces à dos, quelques racloirs et quelques pièces à dos. Surtout ces pièces à dos là, non, peut-être pas l'image, voilà, ici. Voilà, nous avons pièces à dos courbes réduites suite à la percussion bipolaire. Et en gros, pièces à dos courbes partielles, puisque c'est fragmenté, probablement dû à des raisons qui en ont pas.
Il y a un petit pièce de courbe qui doit faire l'objet d'une analyse de tracéo, d'une analyse de parcours, tout à fait comparable à aux pièces de courbe de Lucien plus évoluées, bien connues en Italie du Sud. J'avais manqué de dire que Palma di San avait subdivisé le Lucien dans un Lucien archaïque avec une influence du mystérienne très importante. Ces modèles étaient basés surtout sur l'étude des industries des sites à la terre en plein air de la Toscanie. Le Lucien archaïque est suivi par le Lucien évolué et le Lucien final va terminer la séquence culturelle des Luciens. Le Lucien final contient quelques objets, quelques outils de diagnostic de l'organisme. Un petit fragment, peut-être la tête d'une poisson a été découvert à l'abri de Brouillon, c'est le seul reste de l'industrie bien sûr de Florent, mais a confirmé le caractère culturel de cette occupation lucien, le découvert, la récupération des 6 fragments d'un calice de Tarbechels et un fragment garde encore le piment rouge minéral qui s'est conservé dans la partie. Et vous voyez que ces petits tubes ont été bien utilisés. Il y a des éléments de traces d'usure. En association à ces tubes, on a découvert une coquille de mollusques qui provient de la zone proche du sud. Pour revenir, pour aller au contexte chronologique, aux datations, on a vu que grâce à la collaboration des collègues de l'Université d'Oxford, était possible définir la fourchette chronologique de développement des Luciens et des présences des Luciens en Italie. Et cette fourchette, ça tombe, comme vous savez bien, dans une phase critique pour l'application de la méthode de radiocarbone, qui est pas critique, on peut dire, résolue il y a 10 ans désormais, quand les collègues de l'Université d'Oxford ont commencé à appliquer le nouveau traitement de champignons, de charbon, de traitement de collagène pour purifier l'échantillon et pour obtenir des dates plus faibles, plus cohérentes. C'était le cas de l'abri de Morillon. On regarde dans cette liste, je vous montre, j'ai inséré les dates obtenues par l'Université d'Utrecht dans les années 80, quand l'application de ces méthodes de traitement, de purification du collagène, l'élimination de contaminants de charbon était encore avant à venir. Donc, dans les années 80, un ostroulé est daté à presque 26 000 ans, radiocarbone. Vous voyez les dates cohérentes de charbon récupéré dans les niveaux en les niveaux qui a restitué le premier Lucien dans la Bretagne. Et vous voyez les dates sont relativement cohérentes, mais sont absolument pas cohérents avec la date qu'on a obtenue sur un reste osseux, un reste chronique, avec des brachs de boucherie, qui était soumis au laboratoire d'Oxford il n'y a pas longtemps et qui a confirmé l'ancienneté de Lucien et a permis de comparer, c'est ça la date, a permis de comparer cet Lucien à un Lucien de niveau A3 de la graphie de Foucault.
Donc, on est en face d'un encadrement chronologique relativement précis. La date obtenue récemment, début de quelques milliers d'années, les dates précédentes obtenues sur le charbon par le laboratoire d'Utrecht. Et nous confirme que le Milucien était présent relativement à une relative contemporanéité dans la région avec les occupants de la grotte de Cumaná dans les niveaux. Donc, nous, le fait que les Luciens de la grotte de Cumaná s'appuient exactement bien, ça peut être pas exactement comparé avec les Luciens de la grotte de Brouillon. Et la Lucien de la grotte de Brouillon, de la rue de Brouillon, est comparable, bien comparable à l'Lucien de Sophie, suite à toutes les caractéristiques que j'ai vous montrer. On est en face on est en train de remettre en jeu la question de l'attribution de Lucien de Cumaná aux occupants. C'est-à-dire, on ne peut pas exclure que le Lucien de Cumaná était le résultat d'un contexte fonctionnellement particulier, utilisé par un groupe limité des occupants, ou on ne peut pas exclure que on a un mélange culturel, on a une influence culturelle était présent, était active dans un domaine bioculturel, un peu caractérisé par la présence italienne, mais ça, c'est juste d'une hypothèse du travail. Ce qu'on peut dire, c'est que suite à la publication de Paul Laville de 2018, dans laquelle elle soutient que les industries lithiques on ne peut pas être considérés comme des indicateurs valables de l'attribution à une espèce pour l'autre. C'est vrai que le contexte dans les nord d'Italie nous donne une confirmation de l'arrivée de l'homme moderne dans un côté, mais nous stimule à chercher d'autres hypothèses, à explorer d'autres hypothèses pour la présence humaine dans cette région. Donc la condition est vraiment intrigante. Et tous ces scénarios vont terminer à se conclure quelques centaines d'années après, avec la suite à l'arrivée de l'Aurunacien, du proto-Aurunacien, peut-être dans l'Est, peut-être dans le sud-ouest, en Europe et dans notre région. Le proto-Aurunacien est bien connu en Italie, est bien connu dans la grotte de Cumaná, suite à cet ensemble culturel qui nous donne la possibilité d'estimer l'impact des différences par rapport apporté dans cette nouvelle vague moderne par rapport au contexte précédent. La fameuse peinture pierre peinte de Cumaná, avec ce qu'on a interprété de sorcier, de la même des pointes du fur, de la même du flou, des nucléos des pointes à basse pendue, ça c'est les contextes du nord des Alpes, qui est relativement différent par rapport à celui. Bon, je viens de terminer cette conférence. On a partagé plusieurs temps et j'espère que tout c'était clair et je reste à disposition pour des questions. Est-ce que je dois interrompre la télévision? Non, si tu peux rester encore avec nous pour les questions, parce que peut-être il y aurait des gens qui vont poser des questions. D'accord? Merci beaucoup, Marco, pour cette conférence très riche, très complète.
qui nous a fait voyager en fait dans ce monde de l'Ulusien, de la fin du Moustérien et des débuts du Paléolithique supérieur, enfin de l'arrivée de l'homme moderne ou d'Homo sapiens en Italie. Merci beaucoup, Marco. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tu m'entends, Marco? Oui, 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 je t'entends. Très bien. Merci, merci, merci à vous. C'est moi que je vous remercie. Bien. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai une question à Marco pour Oui, commencer le débat. Oui, vas-y. Alors, Marco, merci beaucoup pour cette conférence, cette belle conférence très riche avec beaucoup de données. Moi, je ne suis pas très spécialiste des industries de l'Europe, mais avec le titre que vous avez donné, c'est-à-dire du dernier néandertalien au premier Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire je me demande dans les sites que vous fouillez ou les sites que vous avez étudiés, oui. est-ce que cette limite entre l'homme de Néandertal et l'arrivée de l'Homo sapiens, est-ce qu'il est marqué par des lacunes, des hiatus? Hein, parce que des fois, vous avez parlé d'un niveau stérile. Est-ce que ça correspond à quoi? Donc, est-ce qu'il y a une limite? Et étant donné que culturellement, je ne sais pas si vous avez la réponse culturellement, est-ce qu'il y a une différence entre la civilisation de l'homme de Néandertal et celle d'Homo sapiens? Je pense que oui. Mais stratigraphiquement, au niveau donc des sites que vous avez fouillés, est-ce Oui. qu'il y a une limite ou est-ce qu'il y a des lacunes à ce niveau-là? Oui, merci pour la question. Est-ce que je peux revenir au diapo? Parce qu'il y a Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, oui, tu peux. Oui, oui, bien sûr. il y a un diapo qui montre la série de Fuman. On peut revenir à la question. Ma réponse est pas. Et non, on a évidence, je parle pour Fuman, hein, bien évidemment, on a aucune évidence d'une important hiatus ou interruption dans la sédimentation, pas d'érosion, pas de paléosol, et ça va être confirmé soit durant le fouille, on n'a pas détecté d'importantes hiatus, et va être confirmé par l'étude micromorpho de sédiments qui était complétée récemment. Donc, aucune évidence d'une phase pédogénétique à la transition entre le moustérien et les Luluciens, ensuite Laurentien. Donc tout ça a eu lieu dans quelques milliers d'années. Le passage Lulucien, Laurentien a eu lieu dans quelques centaines d'années et le même, on peut dire, pour le Mystérien. C'est-à-dire, vraiment, une phase très, très dynamique, mais bien serrée au niveau chronologique. Très bien, merci beaucoup, Marco. Est-ce qu'il y a une autre question? S'il n'y en a pas, en attendant que les autres en fait réfléchissent aux autres, parce que c'est vrai, c'était très très riche, il y a beaucoup d'informations. Merci encore une fois, Marco. J'ai une question en fait concernant ce moustérien final à Fumane qui est daté de 45 000 ans. Et à Riparo, vous avez 43 000 ans. Mais on a vu, en fait, dans l'une de tes diapos, on a vu en fait, de même support, c'est-à-dire du débitage laminaire, mais qui ont été obtenus selon des systèmes techniques différents. Est-ce que ça veut dire, voilà, je vais poser la question comme ça, est-ce que, par exemple, ces derniers néandertaliens, si j'ose dire, ils ont trouvé en fait un moyen de produire du laminaire qui est complètement indépendant du Levallois? Ah, oui. Bon, c'est une question intéressante sur laquelle on a attaqué à réfléchir il n'y a pas longtemps. Donc, ils n'ont jamais produit du laminaire, on peut dire. Ils ont produit quelques lamelles, mais ça, c'est pas en Angleterre. Donc, ils n'ont pas produit du laminaire en utilisant un employant des foncés différents de l'évaloir. Ce qu'on enregistre un peu dans plusieurs sites en Italie, c'est la production des lames lévallois. Donc, les lévallois étaient tournés vers l'exploitation des nucléus relativement allongés, mais jamais au volume comme était vu dans le Initial Paléolithique et les Paléolithiens dans l'Europe centrale.
il y a ces phénomènes laminaires qui méritent d'être considérés et qui méritent d'être corrélés à d'autres phénomènes généraux de production laminaire. Mais les Néandertaliens à Fumane, ou dans le nord d'Italie, mais dans d'autres sites d'Italie, étaient bien encadrés dans un système levallois ou en alternative dans un système historique, dans la majorité des cas. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, s'il n'y en a pas, je peux encore poser d'autres questions si c'est possible. Oui. J'ai une deuxième, parce Oui. qu'en fait, on a beaucoup entendu, merci beaucoup, comme encore une fois, enfin, c'était vraiment un bel aperçu de cette transition néandertalien Homo sapiens en Italie. Et on a beaucoup parlé en fait de cette évolution origine de l'Ulusien surtout, mais peut-être j'ai pas fait attention, mais je ne sais pas, je pose une question sur la fin de l'Ulusien. Est-ce que, comme on dit, est-ce que c'est dû effectivement à ce changement d'événement d'Heinrich IV, pour comme tu l'as montré au début en fait de ta communication, dans un niveau en fait où ça correspondait effectivement à la fin de ce Tulusien à l'événement d'Henri IV, ou bien comme certains le disent, à cette éruption volcanique ignimbritique de Campanie. C'est dû à quoi la disparition de l'Ulusien? Ah oui, oui, oui. Ça, c'est très intéressant parce que, donc, je peux tout d'abord, je peux dire que la question a été traitée plutôt au début de l'Ulyssien, mais c'est vrai que la fin de l'Ulyssien est mérite d'être l'objet d'investigation parce que à l'abri, donc à la grotte de Cavallo, la grotte de Cavallo, il y a quelques pièces diagnostiques du proto-Ignatien, de la Ignatien, qui étaient reconnues déjà par Palma Chasmola au sommet du Lubicien. À l'abri du Brion, il y a un hiatus en érosion au sommet du Lubicien. On passe directement au Gravecien et puis Gravecien ancien. Au sommet de Fumane, il y a l'occupation arménienne, quelques centaines d'années après. Vous avez vu, il y a une structure de combustion qui a coupé qui a une partie démantelé cette structure lucienne. Donc, apparemment, il semblerait que le passage était abrupt, mais rien à voir avec deux images et des idées catastrophiques, l'inimbrique campanienne, tout ce que j'ai vu est relativement spéculatif. L'inimbrique campanienne était un événement dramatique, mais qui a eu lieu quand les hommes modernes étaient déjà installés dans le sud de l'Italie, au moins dans le sud de l'Italie. Dans le nord d'Italie, on n'a pas détecté la présence de l'immunité compagnie. Donc, aucun facteur catastrophique comme l'éruption volcanique peut être mis en jeu pour soutenir la disparition d'une culture par rapport à l'autre. Le proto-ignatien était déjà bien présent. Par contre, c'était intéressant de voir s'il y a eu des changements dans le proto-ignatien, de différence, l'événement Heinrich IV et les centaines d'années précédentes. Ça va être l'étude d'un projet d'une collègue italienne qui aura la possibilité d'examiner des industries et des séries dans les années à venir, séries proto-ignatiennes dans les années à venir. C'est-à-dire, si je oui. peux rajouter, c'est-à-dire dans cette période, il n'y a pas vraiment, d'après une de vos diapos également, il n'y a pas vraiment de changement au niveau du climatique ni du paysage. C'est toujours la même situation, le même paysage, donc si j'ai bien compris, non? Oui, oui. Donc, il y a des changements, mais ces changements, apparemment, ne sont pas aussi dramatiques. Le seul changement important, c'est l'événement Heinrich IV. Mais les Néandertaliens étaient déjà disparus, les Ulyssiens étaient déjà disparus, les proto-ignatiens étaient bien présents
Mais pour ce qui concerne les périodes précédentes, il y a des oscillations. Un autre événement important était l'événement Heinrich V, qui tombe dans une phase dans laquelle l'homme moderne n'était pas encore présent ou est arrivé jusqu'à la fin de cet événement. C'était important en Europe, cet événement, le Greenland Interstadial 12. C'est un événement climatique favorable et qui a favorisé apparemment l'arrivée de l'homme moderne, le développement démographique. On n'a aucune idée de l'impact de cet événement sur les groupes, les sociétés de chasseurs-cueilleurs néandertaliens, voire sapiens. Merci beaucoup, Marco. Est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, j'ai une dernière question, mais on te laisse parce que ça... Oui, allez-y, qui parle? Allez-y. C'est Amel Chaproun, voilà. Oui, bonjour Amel. Bonjour et merci pour la présentation. Donc, j'ai voulu vous poser la question suivante, c'est concernant les coquillages. En effet, vous avez présenté donc une diapo sur laquelle il y a des scaphopodes et qui appartiennent, je pense, au site, à votre site. Le site, les scaphopodes, cette image que tu vois, ça appartient au groupe des Cavallo. Oui, voilà, de Cavallo. Et nous sommes en train de travailler donc avec l'équipe de Donato Coppola et Henri Weiss sur donc la grotte de Santa Maria d'Agnano à Ostuni. Et nous avons remarqué que plus tard, à l'Aurignacien, au niveau donc de la coiffe de la dame, on a surtout des Nazarius. Alors, voilà, on a beaucoup de Nazarius et on a rarement des scaphopodes. Ma question, c'est comment vous pouvez expliquer donc cette transition, ce passage un peu brusque de l'utilisation des scaphopodes à l'utilisation des Nazarius? Est-ce que c'est lié donc à l'environnement, peut-être je ne sais pas moi, au littoral, qu'est-ce qui existe au niveau donc des plages, ou bien c'était un tri sélectif? C'est une bonne question, merci. Donc, à notre avis, c'est un tri sélectif, mais c'est vrai que vous pouvez bien comprendre la rareté de Thanatoceanosis datable au stade isotypique 3 est une rareté, une réalité dans les côtes tyrrhéniennes. Donc, et seulement les sites archéologiques ont nous donné la possibilité, ont donné aux paléomalacrologistes la possibilité d'examiner des Thanatoceanosis datés à l'époque-là. Donc, il s'agit d'une sélection, mais on voit que, pour vous dire, l'article que je montre dans le slide, par exemple, que des données, des possibles hypothèses sur l'évolution des conditions écologiques de ces organismes et montre qu'il y a une différence dans la taille. Mais en parlant, en discutant avec des paléomalacrologistes, c'est plutôt risqué, dangereux et risqué de soutenir des variations de la salinité, de la température des eaux marines qui a affecté les communautés de mollusques. La réponse la plus probable, peut-être plus soutenable, est que c'est d'une tri culturelle, une sélection culturelle, comme on voit bien dans les restes du paléolithique supérieur. Et à la grotte de Fumane, on a trouvé presque 1000 coquilles marines, bien datées, contemporaines de l'occupation des sites, mais dans ces 1000 pièces, il y a 2-3 scaphopodes, 2-3 deltaliens. D'accord. Oui, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Bien, je pense que je ne vais pas poser ma dernière question parce qu'en fait, tu dois être fatigué. Je t'enverrai ça après ou bien lorsque tu viendras, c'est une occasion, qu'on excuse comme ça pour que tu viennes en fait au congrès de l'USPP à Meknès l'année prochaine. Et donc, au nom de tout le comité d'organisation de ce congrès virtuel de l'USPP 2020, nous te remercions beaucoup, Marco, pour cet exposé très important, très riche, très complet. Et nous espérons te voir à Meknès l'année prochaine à l'occasion du congrès mondial de l'USPP en 2021. Et bien sûr, chère audience, toute l'audience, et bien sûr, ils sont invités à participer à ce congrès. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci. Merci Marco. Merci à tout le monde. Merci. C'est moi que je vous remercie. Et pour moi, c'est vraiment un plaisir d'être présent au congrès. Oui, c'est la première fois. Jamais été en Maroc. Donc bah, c'est l'occasion. Il faut venir. Tu es le bienvenu, Marco. Bienvenue au Maroc. Merci. Okay. Merci. Au revoir. Merci à vous. Et bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Allez, au revoir. Au revoir.